C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier tasse de tech. J'aurai cette première tasse de tech du mois de février. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain McKenna, je répète ton nom tout le temps pour les gens qui écoutent rapidement. Une tasse de tech qui est votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui touche à la technologie et même plus que ça, parce qu'on va parler de Jeux olympiques aujourd'hui. J'ai mon collègue au devoir, Éric Desrosiers, qui est présentement à Pékin pour couvrir évidemment les Jeux de façon sportive, mais il y a aussi tout plein de questions technologiques à poser sur la sécurité, sur la façon dont les journalistes opèrent, parce que c'est pas aussi simple que, par exemple, à Tokyo l'été dernier. Non. Et ironiquement, Tokyo se voulait une vitrine, en fait, les Jeux d'été à Tokyo se voulaient une vitrine technologique pour toute la capacité industrielle japonaise, dire, voici, puis finalement, ça a tombé à l'eau à cause de la COVID. Oui. On va comparer un peu comment ça se passe à Pékin de ce côté-là. Plus tard dans l'émission aussi, je vais vous parler de quelque chose qui et je pense que j'ai déjà utilisé cette approche, cette façon-là de caractériser des écouteurs Bluetooth, mais qui sont pour moi les nouveaux AirPods pour Android. C'est vraiment les écouteurs à avoir sur un téléphone Android ou iPhone, qui ne sont pas ni de Google ni d'Apple. C'est une compagnie qui s'appelle Nothing, donc rien. C'est un peu drôle. Nothing Ear One, donc rien, oreille. Quoi d'autre? ton assistant personnel qui se déclenche, c'est très drôle. Google me chicane parce qu'ils ont fait dire non, c'est Google, c'est nous là qui parle. Si je ne m'abuse, Nothing, c'est la compagnie qui a été fondée par la personne qui était derrière OnePlus. La compagnie Nothing est fondée par des gens de OnePlus et des anciens ingénieurs de Google aussi, donc c'est du gros monde. C'est intéressant. De quoi tu parles, toi, Pascal, comme gadget? Comme gadget, écoute, c'est une pile d'appoint, mais de grande capacité, portable, et il y a plusieurs petites surprises dessus. Si quelqu'un a besoin de courant, besoin de recharger plusieurs fois son téléphone, part pour la fin de semaine au chalet, puis il n'y a pas d'électricité, du glamping, puis écoute, je le dis tout de suite, là, il y a même une petite lampe de poche intégrée, puis c'est Anker qui fait ça. C'est pas une petite entreprise, donc c'est une pile d'appoint, une batterie d'appoint, devrais-je dire. Une marque qui gagne à être connue. Juste avant de commencer formellement notre balado, n'est-ce pas? Je te laisserai présenter nos commanditaires, mon cher ami. Oui, on va remercier nos commanditaires pour cette saison. Microsoft et TELUS, deux gros joueurs dans le domaine technologique. Comme nous. Notre partenariat, toujours avec le café, notre partenaire café, puisque c'est une tasse de tech après tout. On a une superbe machine Jura E8. Je m'en sers chaque jour, plusieurs fois par jour. Et si je pouvais, je m'en servirais plus de fois par jour. Elle est entièrement automatique. Ça transforme du café en grains ou en poudre, en boisson caféinée ou non, de votre choix. Il y a un affichage avec écran pour choisir ces boissons, un ajustement précis des quantités de lait, de café et d'eau. Et il y a même un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre, un nettoyage facile du mécanisme de lait avec des enzymes. Une fantastique machine, Jura E8, et son distributeur Edica à Montréal. Leur salle de montre est comme un stand de Formule 1, c'est magnifique. C'est vrai. J'ai pas pensé, mais on aurait pu inviter Gilles Vigneault à la balado. Si on pouvait danser sur sa musique. Écoute, ou on aurait pu faire l'émission en direct de Natashquan. On le sait, il y a eu toute une saga autour de Spotify. C'est une folle semaine techno, là, si vous regardez un peu juste la bourse, là. Facebook, Spotify, Pinterest, PayPal, Snapchat. Écoute, elles ont tous perdu de la valeur des dizaines de milliards de dollars en valeur en bourse. Il y a plein d'affaires qui se passent, c'est fou. Et ça fait même pas partie de l'actualité de la semaine, tellement qu'il y a d'actualité cette semaine, c'est fou. L'actualité de la semaine, d'ailleurs, qui est présentée par l'infolettre quotidienne Info Bref. Toute l'actualité de la journée sans flafla directement dans votre boîte de courriel 2 fois par jour, infobref.com. Je vais commencer, Pascal, si tu me permets, bien sûr, avec des bonnes nouvelles. Parce que là, on vient de parler de moins bonnes nouvelles. Oui, mais il faudrait préciser que beaucoup d'artistes ont quitté Spotify parce que Joe Rogan, le podcasteur, a tenu des propos contre la COVID, anti-science et tout. Et donc, les artistes détachent de Spotify. Puis là, Spotify se retrouve dans l'eau chaude à cause de la responsabilité qu'elle a envers ses podcasteurs. Et moi, j'ai entendu cette semaine que Spotify se positionne comme une entreprise pour aider les créateurs de contenu audio à avoir un revenu, peu importe leur opinion. Oh, que j'aimerais pas être le relationniste qui a pondu cette phrase-là. Je trouve ça très, très, très maladroit. L'expression créateur de contenu. Me fait un peu dresser le poil dans le dos que je n'ai pas. Il y a bien des façons de créer du contenu sans être un créateur de contenu. Exactement. Puis peu importe leur opinion, écoute, jusqu'où on va aller.
Donc, c'est vraiment... Dire des faussetés, est-ce que c'est avoir une opinion? Exactement. Mais t'as raison, et puis parce que justement, c'est... bon, en tout cas, tout le monde a son opinion sur le Spotify, mais bonne nouvelle quand même, et je vais aller dans une autre direction pour justement pour se réjouir de bonnes nouvelles. Google, cette semaine, en fait, Alphabet, qui est la maison mère de Google, a présenté ses résultats trimestriels, ces fameuses données financières, et il y a plein de chiffres là qu'on pourrait vous citer. Juste vous dire que les revenus sur la période de septembre à Noël, en gros, de l'année dernière, de 2021, ont bondi de 32%. Dans les technos, tous les fabricants, Apple, Google, Microsoft, IBM, Intel, ont connu un trimestre avant les fêtes exceptionnel. Toutes les sociétés plus de services ont eu beaucoup de misère. Il y a vraiment une ligne là qui se trace, c'est assez étonnant. Du côté de Google, ce qui est vraiment une bonne nouvelle point de vue techno, c'est que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro se sont vendus à un rythme record. On parle d'une hausse des ventes de peut-être 22% par rapport à la même période un an plus tôt, donc aux périodes des fêtes 2020. La valeur des ventes du groupe de produits Pixel, parce que c'est pas clairement identifié, c'est 8,2 milliards US pour le trimestre, quand même pas mauvais. C'est pas énorme, mais c'est une bonne nouvelle parce que Google n'a jamais été un gros vendeur de téléphones, sauf que celui-là, c'est certainement le meilleur Pixel jamais produit. Totalement. Il fait de la photo, ça n'a aucun bon sens. Il y a de l'intelligence artificielle, on le sait, il y a beaucoup de personnalisation. Il y a le processeur fait maison par Google, qui est la première fois. Et il est pas cher. Et il a un prix tout à fait raisonnable. Bref, dans l'ensemble, je pense que c'est bon signe parce qu'à chaque nouvelle génération de Pixel jusqu'à celui-là, moi, je remettais en question la stratégie de produit de Google. Le président, le responsable, Rick Osterloh, c'est un ancien de Motorola à l'époque où Motorola allait pas bien. Donc, il y avait possibilité de questionner la stratégie. Mais là, on voit que, là, on a trouvé une approche et un format qui fonctionne très bien. J'ai hâte de voir le Pixel 7. En gros, c'est ça que je dirais. Oui. J'ai hâte de voir parce qu'effectivement, là, c'est pour une fois. Parce que Google a pas eu la vie facile là, avec ses Nexus et ensuite ses Pixel, finalement, qui se veulent plus grand public que les Nexus à l'époque. Donc, j'ai hâte de voir la suite, mais bonne nouvelle pour Google là-dessus. Et honnêtement, si vous magasinez un téléphone, on parlait du Surface Duo 2 la semaine passée de Microsoft, le Pixel 6 Pro. C'est un très, très bon appareil qui en fait beaucoup, beaucoup, qui va peut-être vous charmer pour ceux qui sont séduits par le côté de la pomme. Essayez le côté Google avec l'expérience pure de Google. C'est un téléphone haut de gamme vraiment performant. J'allais dire, parlant de séduction, on parle pas de Tom Cruise, mais pas loin. On va parler de Cruise, mais pas, comme tu dis, de Tom. On va parler de la division de General Motors qui va bientôt offrir au public la possibilité de faire un tour gratuitement en taxi. Sans chauffeur, un taxi autonome, ça me fait un peu peur, à San Francisco. Et ça, pas dans les prochaines années, dans les prochaines semaines. On a bien spécifié que c'était dans les prochaines semaines, pas dans les prochains mois, donc très, très, très bientôt. On peut déjà réserver sur un site de la division de Cruise de San Francisco. J'ai appris qu'on offrait depuis novembre dernier des essais sans pilote aux employés, donc des cobayes. On se dit c'est des gens de l'entreprise, c'est peut-être moins grave. Des gens audacieux au minimum. Ouais. Exactement. Et les voitures Cruise autonomes étaient testées depuis décembre 2020. On s'entend, là, San Francisco, c'est pas une ville facile à conduire. J'ai pas de voiture et je suis terrifié juste à marcher à San Francisco. Il y a des pentes, il y a des tramways, il y a des vélos. On offre cependant un taxi payant, autonome, à Phoenix depuis environ 18 mois. Tu savais tout ça? Moi, j'avais pas vu passer la nouvelle. Je suis complètement émerveillé. Et je vais surenchérir parce que j'en parlais dans la balado auto qu'on fait aussi au 98 qui s'appelle Ça tient la route. Et là, oui, c'est une plug, mais bon, la conduite autonome s'en vient. Et parlant de Phoenix, c'est une compagnie qui s'appelle Too Simple qui fait des camions, des poids lourds autonomes. Ils commencent présentement à faire le trajet Phoenix-Tucson en Arizona sans conducteur, sans personne à bord. Des camions avec des grosses remorques, donc vraiment, ça s'en vient très fort, cette tendance-là. Et ces concepts-là, ces applications-là de camions et de taxis sont définitivement les premières qui vont en hériter. Et si les statistiques, ou en tout cas les promesses de sécurité et de fiabilité sont au rendez-vous, ça va arriver assez vite chez nous aussi. Écoute, juste le fait qu'il n'y ait pas de fatigue des conducteurs, que ce soit plus... Écoute, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, mais évidemment, le moindre accident qui va se produire avec une voiture autonome va être mis dans la presse en première page, c'est sûr. Ben oui. Cruise, avec son service auto-autonome, chaque auto a un nom amusant. Donc, au lieu d'avoir un chauffeur de taxi avec un nom, c'est une voiture qui a un nom amusant. Il y a Tostada, Crêpe, Disco. Donc, on peut se vanter d'avoir fait un tour de disco. Un tour de crêpe, c'est très drôle. Cependant, ce sont des Chevy Bolt. Oui. Je pensais que ça allait être des véhicules plus science-fiction que ça. C'est assez particulier. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, on pouvait faire l'essai d'un taxi autonome à Las Vegas, mais il y a un chauffeur qui était derrière le volant. Là, on parle vraiment d'une expérience où il n'y a pas de chauffeur qui est là au cas où d'ingénieur dans la voiture. Il y avait Waymo de Google qui offre aussi depuis août dernier l'expérience d'une voiture autonome à San Francisco. Mais là encore,
c'est un chauffeur qui est derrière le volant. Et ce que je trouve fantastique, c'est que selon le patron, le cofondateur de Cruise, que les passagers au départ ressentent un émerveillement d'enfant quand ils prennent un tour de voiture sans conducteur. Ou une frousse bleue de petits garçons et de petites oui, filles. Ça, sûrement. Mais qui disent que rapidement, ça devient ennuyeux. Comme il se doit. Parce qu'on devrait plus avoir cette crainte-là, on devrait tout simplement trouver ça normal que la voiture parte sans chauffeur derrière le volant. Je trouve ça fantastique. Je veux dire ceci pour avoir testé différentes technologies de conduite autonome. Quand on est derrière le volant et qu'on ne conduit pas, on vient rapidement distrait. Puis effectivement, quand il arrive un imprévu, un freinage sec, par exemple, on fait le saut, on est surpris. Donc, effectivement, il y a cette sensation-là. Mais, effectivement, ça s'en vient et c'est définitivement une technologie de l'ère spatiale. Moi, je mettrais quand même ma ceinture. Il faut pas oublier de mettre sa ceinture. C'est quand même un véhicule qui roule. On sait jamais ce que les autres conducteurs... Et ça, moi, il y a eu le gros bouton rouge qui annule tout. C'est pour taper dessus s'il n'y avait pas que ce soit, définitivement. Parlant d'air spatial, j'en ai une autre du côté de l'espace. C'était ton lien. C'était ça mon lien et ça fait quelques instants que je le travaille dans ma tête. Je suis content de pouvoir le sortir. La société américaine Starlink, qui en fait est un service, une filiale de SpaceX, elle-même dirigée par le très célèbre homme d'affaires Elon Musk, que tout le monde connaît, commence tranquillement à déployer son fameux service d'Internet par satellite. Ça, on en a déjà parlé. J'en ai parlé dans le Devoir il y a 2 semaines. Les premiers clients qui sont en mode bêta, qui sont pas très nombreux, sont dithyrambiques. Là, je sais pas si c'est parce que le service est vraiment bon, parce que c'est juste l'espèce de charisme de Musk qui agit sur ces gens. Il y a peut-être aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs au départ, parce que j'ai entendu aussi qu'il y avait... C'est ça, le service est un peu inégal aussi. Il y avait, selon la position des satellites, c'était des fois au début moins efficace que ça. C'était pas toujours le même débit au courant de la journée. Tout à fait normal. On annonce entre 50 et 150 mégabits seconde. Des gens arrivent à obtenir 250, 300, même quand ils sont les seuls sur l'espèce de point de contact, le point d'accès. Et pour ceux, justement, qui en demandent plus, Starlink vient de lancer aux États-Unis Starlink Premium, qui est une version plus haut de gamme de son service, qui propose un débit variant entre 150 et 500 mégabits seconde et une latence de 20 millisecondes seulement, 20 à 40 millisecondes environ. C'est quand même rapide. Et ça, peu importe les conditions météo. Donc, même s'il fait pas beau, c'est l'affaire qui fait souvent dérailler les connexions satellites. Bon, ben, semble-t-il que dans ce cas-ci, on s'en tire très bien. Évidemment, c'est pas donné. Ça démarre à $500 américains par mois. Et il faut acheter une antenne spéciale qui, elle, coûte $2500 américains. Donc, il faut y mettre la gomme. Mais je vais dire ceci, parce qu'évidemment, on s'entend que c'est très cher, mais le débit proposé est quand même comparable à ce que l'Internet câblé propose ces jours-ci, presque dans le plus haut de gamme. 500 mégabits seconde, c'est beaucoup, là. Et Starlink aura beau jouer éventuellement dans quelques années de baisser ce prix-là, puisque sa clientèle va être internationale. Quand ton bassin d'utilisateurs va être mondial, amortir ça sur la totalité des gens, des milliards de clients potentiels, ça permet de baisser les prix. Moi, ce que je conclus de cette nouvelle-là, c'est que ceux qui pensent, parce que beaucoup de gens pensent que Starlink va rester un joueur régional, éloigné, marginal, mais justement, là, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont la technologie pour livrer quelque chose qui est comparable à la fibre à la maison, sans fil, avec le potentiel de pouvoir baisser le prix et devenir concurrentiel. Donc, ceux qui pensent que Starlink va rester un joueur marginal, je pense qu'ils devraient commencer à réviser leur opinion, parce que ça va finir par rentrer fort dans l'Internet au Canada et partout dans le monde. Ben oui, plus il y a de satellites, plus le réseau va être solide et stable. Comme tu dis, si on développe la clientèle mondiale, les mêmes satellites, quand ils servent pas aux États-Unis, vont pouvoir servir à l'autre côté de la planète. Donc, ils ont avantage à ce que la planète entière se serve des satellites. Exact. Et c'est vraiment, vraiment très, très chouette comme potentiel. Ça va être à suivre définitivement. Parlant de choses à suivre, tu sais que ce vendredi, 4 février, c'est le 18e anniversaire de Facebook. Oh! Ouais. Est-ce qu'on chante Joyeux anniversaire Facebook? Non, on chante pas bon anniversaire Facebook. On pourrait lui souhaiter bonne fête tous ensemble sur Facebook, à Facebook, comme tout le monde le fait avec tout le monde quand c'est l'anniversaire de quelqu'un sur Facebook. Ouf, t'es soufflant. Mais ça arrive dans une situation où j'imagine qu'ils auraient voulu souffler 18 bougies de façon plus réjouissante. Là, ça brasse chez Facebook. Ben oui, puis j'ai justement titré Facebook en crise de croissance. À 18 ans, c'est tout à fait normal. On passe de l'adolescence à l'âge adulte. Les rapports du 4e trimestre ont déçu les investisseurs. L'action a baissé de plus de 20%. J'ai pas regardé ce matin, mais 20% en une journée, c'est assez 23 à la clôture des bourses le mercredi, ouais. Ouch! Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Je sais que tu es plus calé que moi en bourse, mais il y a entre autres les mesures pour protéger la vie privée des utilisateurs que Apple a déployées dans ses appareils qui font que Facebook a moins de données pour parsemer, parsemer, oui. Arroser de publicité. De pub, c'est ça, c'est publicité. Donc, ça a affecté le modèle d'affaires de Facebook. Pour la première fois aussi, et ça c'est assez impressionnant, pour la première fois, le nombre d'abonnés à Facebook a stagné. Ouais. Il a baissé d'1 million
d'utilisateurs, c'est pas beaucoup par jour, mais c'est quand même 1 million d'utilisateurs de moins par jour. On s'attendait à ce que ça monte. On observe une baisse. Un petit peu. Ils ont quand même, on s'entend, 2,9 milliards. d'abonnés. Ça a pas mal le même nombre d'abonnés au total. On joue avec les chiffres, mais il y a aussi 1,9 milliard d'utilisateurs quotidiens. Quotidien, c'est ça. C'est la même chose, mais des gens qui reviennent régulièrement, puis effectivement 2,9 milliards d'abonnés. C'est ça. Ça laisse un peu de marge. 1 million, un demi-million, c'est pas une tonne par rapport à ça. Ben, c'est ça. Puis cette légère baisse d'abonnés-là quotidien, d'utilisateurs quotidiens uniques, ce serait principalement en Afrique et en Amérique latine où Facebook essaie de gagner du marché où il y avait le plus grand potentiel. Alors là, on se pose la question, est-ce que la tendance va se maintenir? Est-ce que ça va stagner? Est-ce que ça va rester pas mal au même niveau? Il y a aussi que les investissements dans le métavers de Facebook, on parle de grosses sommes, font que la division Reality Labs de Facebook a perdu 3,3 milliards de dollars, rien de moins, sur des revenus de 877 millions. Donc, c'est prévisible. Ils annonçaient 10 milliards d'investissements, puis on sait très bien que ça allait pas être rentable la première année. Sauf que ceux qui pensent que Meta est en train de pivoter vers la réalité virtuelle, retenez pas votre souffle. On a pas un petit bout. C'est beaucoup avant que ça devienne la grosse partie rentable de l'entreprise. Exact. Puis on sait aussi que Facebook se débarrasse ou Meta se débarrasse de sa division de crypto-monnaie Diem pour la liquider. En tout cas, ce que j'ai traduit de France. Donc, c'est pas des bonnes bonnes nouvelles pour rassurer les investisseurs. Facebook, effectivement. Ça va être à suivre. De toute façon, l'affaire d'Apple aussi, il va falloir revenir là-dessus, la façon dont ils ont resserré les normes, parce qu'il n'y a pas juste Facebook qui paie le prix, oui, Snapchat aussi, et plein d'autres compagnies, définitivement. Merci Pascal, ça fait le tour de l'actualité de la semaine, qui était quand même assez chargé. Beaucoup de choses. On fait une très courte pause, on revient avec Éric Desrosiers en direct. Je fais toujours Éric Desrosiers. Je fais toujours le déclic, mais non, c'est Éric Desrosiers, mon collègue journaliste au Devoir, qui est à Pékin pour les Jeux d'hiver et qui nous parle de tout l'aspect sécurité et technologie. Restez avec nous, ça s'en vient dans un instant. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Nous sommes de retour, Pascal, pour la suite d'une tasse de tech, 1er de février. J'ai préenregistré, vu le décalage horaire de 13 heures entre Montréal et Pékin. Tu lui as parlé directement de Chine. On s'est fait un zoom en direct de Pékin avec moult services VPN. Avant de partir à l'entrevue, je te laisse présenter le segment. Oui, l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy, godaddy.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. Vous avez besoin d'un site web, vous voulez un site web, godaddy.ca, essayez ça, il y a tout pour vous. Merci Pascal. Donc, je la joue parce qu'on l'a préenregistré à l'entrevue avec Éric Desrosiers. Toi, j'ai encore Éric Desrosiers, journaliste économique et sportif, entre guillemets, au Devoir, parce que clairement, il va couvrir le sport. On a parlé de technologie, de sécurité, de vie privée, plein de trucs comme ça. Écoutez ça, c'est super intéressant. D'abord, bonjour Alain. Oui, donc d'aller travailler en Chine, on a appris que c'est un sacré défi. Les hauts fonctionnaires, les gens d'affaires qui ont l'habitude le savaient déjà. On sait que le gouvernement chinois est vraiment un expert dans le piratage informatique, ce qui fait qu'habituellement, les gens qui y vont, d'abord, ils vont jamais avec leur propre équipement informatique. Ils prennent des téléphones spéciaux, des ordinateurs spéciaux. Ceux qui ont accès, qui doivent échanger des informations plus délicates, plus stratégiques, en fait, évitent autant que possible toute communication conventionnelle. Ils prennent seulement des canaux cryptés. J'ai parlé à un haut fonctionnaire du gouvernement fédéral. Il disait, nous, en gros, c'est assez simple. Sur nos téléphones cellulaires, il y a rien. On peut recevoir des messages, on n'en envoie pas. Si on a des choses envoyées au Canada, on passe par l'ambassade. Donc, on devient extrêmement parano. Puis quand ils reviennent au pays, souvent, ils se débarrassent tout simplement de leurs appareils ou à tout le moins, ils sont nettoyés de fond en comble parce qu'on est convaincu que dès qu'on a mis l'orteil en Chine, les appareils ont été piratés. Et mon haut fonctionnaire me disait l'autre fois, nous, on renonce carrément même à essayer de nettoyer les appareils parce qu'on sait qu'on n'y arrive jamais complètement. Alors, on garde toujours en stock des vieux appareils, puis des vieux cellulaires, des vieux ordinateurs. Et quand on revient de la Chine, les appareils sont simplement détruits. Ça, c'est un peu le contexte. Tu devines que le Devoir n'a pas ces ressources-là. Ce qui fait que
Ce qui fait qu'on s'est informé à gauche et à droite pour voir ce que les uns et les autres faisaient. On a constaté que chacun a son niveau de tolérance au risque, ce qui fait que, dépendamment des médias, on est plus ou moins chatouilleux, plus ou moins prudent. Radio-Canada, par exemple, a adopté des mesures extrêmement strictes parce qu'en tant que société d'État, on a peur de servir de cheval de Troie pour ensuite le gouvernement canadien. Alors eux, ils ont vraiment, ce que j'ai compris, ils ont vraiment fait du zèle. Moi, j'ai rencontré d'autres collègues qui sont venus avec leurs appareils normaux et un petit peu comme s'il n'y avait pas de souci. Nous, au devoir, on est un petit peu entre les deux parce qu'on a l'impression qu'on n'est probablement pas une cible privilégiée qui se soucierait à Pékin d'infiltrer un modeste quotidien, aussi bon soit-il. Mais quand même, on n'a pas envie de compromettre nos serveurs, nos appareils, toutes ces machines-là. Ce qui fait qu'on est parti, on est deux à Pékin. Je suis parti avec une photographe, Marie-France Coilier, et on est tous les deux partis avec de nouveaux ordinateurs portables et des cellulaires qu'on a loués auprès d'une firme spécialisée justement dans ce genre de mission à risque. Et c'est des appareils, on est sur un Mac chez nous, alors c'est des appareils comme tout le monde en a. Toutefois, ce qu'on utilise, donc ils sont arrivés vierges, on y a mis seulement les applications qui nous étaient strictement nécessaires pour notre travail. Dans le cas de Marie-France, il y a des appareils de traitement d'images et tout ça, traitement de photos. Moi, c'est 3 fois rien, traitement de texte, un logiciel pour aller sur Internet, vraiment les affaires de base. Et dès qu'on ouvre l'ordinateur dès qu'on utilise le téléphone cellulaire et qu'on se connecte sur Internet, on passe par un VPN. Là aussi, d'une firme qui est spécialisée dans le secteur, donc de manière à essayer de réduire les risques d'écoute, mais aussi simplement pour passer de l'autre côté de la muraille de Chine informatique, parce que tu n'es pas sans savoir que la population chinoise n'a pas accès à tous nos sites Internet. Il y a toutes sortes de barrières qui les empêchent de naviguer sur le web comme on le fait ailleurs. Et là, pour nous, c'est quand même un petit travail essentiel de pouvoir aller voir ce que les autres médias racontent sur les jeux, Radio-Canada, se tenir au courant de notre journal et tout. Donc ça, le VPN de ce bout-là. On nous a formellement interdit de nous brancher à d'autres services Internet que ceux qui sont offerts par le Comité olympique international. Donc ça veut dire le centre des médias, le site des compétitions et les hôtels qui sont autorisés et réservés pour les journalistes étrangers. Il y a eu une sorte d'entente, j'ai bien compris, entre le CIO, les comités olympiques des pays et la Chine, de manière à ce qu'on assure un certain niveau de sécurité et de fluidité des communications numériques. Et encore une fois, on nous a dit, éviter les lignes téléphoniques et, en fait, éviter tous les systèmes de communication qui ne sont pas encryptés, qui ne sont pas cryptés, pardon. Donc, passer plutôt par des plateformes Teams, des plateformes, je ne sais pas, même juste Outlook pour recevoir ses courriels et tout. Encore une fois, au devoir, on n'a pas peur d'être espionné parce qu'on ne dit rien il n'y a pas de secret d'État. On imagine mal que le gouvernement chinois fasse de la censure en temps réel sur la couverture de leurs propres Jeux olympiques quand ils reçoivent le monde. Alors, pour l'instant, je ne peux pas dire que j'ai senti que la police secrète chinoise me soufflait dans le cou, là. Mais je suis sûr que s'il le voulait, il pourrait facilement suivre nos déplacements. De toute façon, on est tous tenus d'avoir une application de santé pour rentrer des données là, sur notre état de santé, dans le cadre évidemment de la pandémie, là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de contagion. Mais c'est avec un système de localisation. Alors, c'est certain qu'on ne mesure pas seulement est-ce que je suis passé à côté de quelqu'un qui a finalement testé positif.
on peut en tout temps savoir où je suis en ville ou sur le site des compétitions. Mais ça, je pense que quand on a accordé les Jeux olympiques à la Chine, on se doutait bien qu'on allait dans ce genre de territoire-là. On a découvert les Jeux de Tokyo aussi, ça fait pas très, très longtemps. Originalement, les Jeux de Tokyo étaient supposés être une vitrine technologique pour tout le Japon. As-tu le sentiment que la Chine a profité des Jeux olympiques un peu pour faire ça aussi de son côté? C'est une bonne question. D'abord, évidemment, tu auras compris qu'au Japon, on n'avait aucun de tous ces soucis-là. On est parti en sifflant avec nos équipements habituels et c'était compliqué de rentrer pour des raisons sanitaires, mais une fois dans le pays, tout fonctionnait merveilleusement bien au Japon. Oui, la Chine, oui, les Jeux olympiques, c'est d'abord, oui, c'est un événement sportif, mais c'est beaucoup, beaucoup une vitrine devant le monde. Et c'est sûr que la Chine a des grandes ambitions au niveau technologique, veut le montrer. Sur place, je te dirais que pour le moment, ça me semble plus les dispositifs qui ont été mis en place ressemblent à tout grand événement international. Donc, c'est-à-dire de l'Internet de très haute qualité partout, assez fluide. On essaie de toutes les interactions qu'on a avec l'organisation. Il y a toujours une application qui vient avec ça, donc pour réserver les trains, les billets de train pour aller sur le site des Jeux, pour comprendre les horaires des autobus, les menus à la cafétéria, pour programmer toutes les choses. Tout fonctionne avec des applications de toutes sortes de genres. Ce n'est pas exceptionnel. Ça fonctionne généralement bien. Ce qui est peut-être, là, c'est bête, hein? Ce qui est un problème pour eux, c'est justement tous nos dispositifs de sécurité, nous, notre côté, qu'on met en place. Alors, je dois vous dire que depuis, je ne suis pas là depuis longtemps, là, mais depuis 2-3 jours, on se bat beaucoup avec le VPN et tout ça, avec son interaction avec certaines applications, ce qui fait que ça coupe, ça nous laisse en plan un peu n'importe quand. Alors, ils sont un peu victimes de leur propre système de contrôle ou de leur réputation en termes de piratage informatique. Alors, de notre côté, on se met tellement en place des mécanismes de défense. On arrive avec des appareils qu'on a formatés le plus rapidement possible, mais les journalistes ne sont pas réputés pour se prendre beaucoup d'avance, ce qui fait que toutes nos habitudes sont changées. Alors, juste notre communication ce matin, c'était compliqué. Je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas Zoom sur mon ordinateur. Là, donc, il a fallu que je trouve une façon d'aller le chercher. Puis, ça a été un petit peu compliqué. Alors, donc, s'ils veulent nous faire la démonstration de comment est-ce que ça fonctionne bien avec les technologies chinoises, malheureusement, c'est ça, comme je vous dis, comme je te disais, leur réputation fait que ça gâche peut-être un peu notre expérience informatique. Ben déjà, le Wi-Fi, notre connexion au Zoom ici devrait être top. Si tu étais à Tokyo, certainement qu'on aurait un meilleur débit, en fait. Il n'y a probablement aucun doute là-dessus. Évidemment, les journalistes étrangers qui couvrent les Jeux olympiques, vous êtes confinés à une certaine zone des installations olympiques. Au Japon, cet été, on était, pour nous permettre de fonctionner tout de suite sans avoir à faire une quarantaine de 14 Ah oui. La condition, c'était qu'on devait rester pendant 14 jours dans la bulle olympique. En Chine, non, on a décidé de faire ça très, très simple. Alors, durant toute la durée de notre séjour, on doit rester confiné à la bulle. Il nous interdit de sortir de cette bulle-là tant qu'on ne repart pas chez nous. Puis donc, dans cette bulle-là, ben là, les contrôles sanitaires sont partout. Comme je te disais, la raison principale de ce mécanisme-là, c'est d'éviter qu'il y ait contagion à la population. Alors, on est testé quotidiennement. Notre état de santé est monitoré quotidiennement. Puis dès qu'il y a la moindre alerte, on est placé en isolement. En dehors de la bulle, dans les centres d'isolement. Écoute, je te termine ça sur une question sportive. D'après toi, est-ce que le Canada va mieux performer au jeu?
C'est une bonne question. Est-ce que le Canada va bien faire aux Jeux? Évidemment, les sports d'hiver, ça reste une matière forte chez nous. Il y a aussi moins de pays. Ah oui, c'est vrai. La compétition est forte, mais un petit peu moins forte qu'aux Jeux d'été. Il y a moins d'athlètes aussi. C'est des plus petits jeux, les Jeux d'hiver. Oui, le Canada devrait bien faire. On n'est pas grande puissance olympique, mais on a quand même nos matières fortes, patinage de vitesse, courte piste, ça, tout le monde le sait, mais longue piste, de plus en plus. On est très fort, les skis, évidemment, le saut, le ski de boss, mais sinon, dans les épreuves un peu plus récentes, du surf, des neiges, on a le champion du monde en Big Air, donc, on a beaucoup de très bons compétiteurs. Tu me prends un peu en piège. En bobsleigh, on a les filles qui sont fortes en bob à deux. J'essaie de me souvenir d'autres cas. Joue au hockey aussi, pas pire. Bien. Hockey. Hockey féminin. Hockey féminin, ça serait une surprise si on n'avait pas la médaille d'or ou d'argent, parce que c'est un tournoi à 2 équipes. Mais des fois, on peut l'échapper. Pour le tournoi masculin, il va être beaucoup plus ouvert parce qu'évidemment, on est rendu non pas à l'équipe B ou C ou D, je pense qu'on est rendu à H ou je ne sais pas trop. Donc, on a une équipe qui a un certain talent, beaucoup de maturité, quelques joueurs juniors. Les Américains sont allés, eux autres, largement avec des joueurs plus jeunes. Ça va donner un tournoi plus ouvert, évidemment. Je pense que le tournoi aurait été quasiment meilleur si ça avait été un tournoi de hockey junior, tant qu'à pas avoir les professionnels. Mais non, ça va. Le hockey, c'est toujours un bon sport. Puis comme je dis, là, soudainement, ça ouvre un peu le jeu. Il faut se souvenir qu'à Pyeongchang, si je ne m'abuse, je pense que c'est les Allemands qui sont passés à 2-3 minutes de gagner la finale. Donc, ça va être amusant, ça va être distrait. On aurait préféré voir les meilleurs, mais